La première chose que l'on remarque quand on arrive dans cette région, c'est le silence. Pas un silence paisible ou reposant, mais un silence lourd, presque compact, qui semble absorber les sons avant même qu'ils n'existent. Une zone de moyenne montagne, à la frontière de plusieurs départements, faite de forêts épaisses, de plateaux calcaires, de ravins profonds et de pistes forestières mal entretenues. Ici, le relief ondule sans cesse, jamais franchement escarpé, jamais vraiment plat. Les cartes topographiques montrent une succession de courbes de niveaux serrés, de vallons encaissés, de zones boisées continues sur des dizaines de kilomètres. En journée, la lumière se fragmente à travers les feuillages, créant des poches d'ombre froide même en plein été. La nuit, l'obscurité est totale, presque agressive, seulement trouée par le cri lointain d'un animal ou le souffle du vent dans les branches. C'est dans ce décor que tout commence. Un décor banal pour les habitants du coin, mais terriblement trompeur pour ceux qui n'en connaissent pas les règles implicites. Ce matin-là, la météo annonçait un temps stable. Ciel couvert mais sec, température autour de 15 degrés au lever du jour, pouvant monter jusqu'à 20 dans l'après-midi. Pas de vent notable, pas d'orage prévu. Les conditions semblaient idéales pour une sortie en pleine nature. Rien, absolument rien, ne laissait présager ce qui allait suivre. Ils étaient trois adultes, tous habitués aux randonnées, sans être des professionnels de la survie. Pas des imprudents non plus, des gens ordinaires, avec une expérience modérée, du matériel correct, et cette confiance diffuse que donne la répétition de sorties sans incident. Ils se connaissaient bien, amis de longue date pour 2 d'entre eux, collègues devenus proches pour le 3e. Leur projet était simple, une boucle de marche sur 2 jours, avec une nuit en bivouac léger. Une trentaine de kilomètres au total, en suivant majoritairement des sentiers balisés, avec quelques sections hors piste prévues pour rejoindre un point de vue connu localement. Ils ont laissé leur véhicule sur un petit parking forestier vers 8h15. Le genre d'endroit où l'on croise rarement plus de 2 ou 3 voitures, même en haute saison. Un panneau en bois indiquait plusieurs itinéraires, avec des distances approximatives, des temps de marche estimés et les recommandations habituelles. Rester sur les sentiers, prévenir un proche, consulter la météo. Ils ont ajusté leurs sacs, vérifié une dernière fois les sangles, bu quelques gorgées d'eau. L'air était frais, légèrement humide. On sentait l'odeur de la terre et des feuilles en décomposition. Les oiseaux étaient actifs, bruyants, comme souvent le matin. Les premières heures se sont déroulées sans incident. Le rythme était régulier, tranquille. Ils discutaient, plaisantaient, commentaient le paysage. Le sentier serpentait entre des chênes et des pins, parfois élargis, parfois réduits à une simple trace dans la végétation. Vers 10h, ils ont quitté l'itinéraire principal pour emprunter une ancienne piste forestière, à peine visible sur le terrain, mais encore indiquée sur une carte papier. C'est là que tout commence à se décaler, très légèrement, presque imperceptiblement. À 10h27, selon les données relevées plus tard sur une montre connectée retrouvée, ils s'arrêtent pour une courte pause. Hydratation, ajustement des chaussures, rien d'anormal. Mais la piste qu'ils suivent devient progressivement moins nette. Les balisages se font rares, puis disparaissent complètement. Ils continuent pourtant, convaincus qu'ils retrouveront plus loin un chemin plus marqué. La végétation se densifie. Les arbres sont plus rapprochés, le sous-bois plus encombré. Chaque pas demande un peu plus d'attention. Vers 11h, ils réalisent qu'ils ne reconnaissent plus le terrain. La topographie ne correspond plus exactement à ce qu'ils attendaient. Le point de vue qu'ils pensaient atteindre n'est toujours pas visible. Ils consultent la carte, puis un téléphone. La réception est faible, instable. Le GPS met du temps à se recalibrer, affiche une position imprécise. Ils sont légèrement trop à l'ouest, semble-t-il.
Rien de dramatique, pense-t-il. Une simple correction de trajectoire suffira. Mais ce détail allait tout changer. Il décide de couper à travers la forêt pour rejoindre un chemin secondaire repéré sur la carte. Une distance estimée à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau. Une décision classique, souvent prise par des randonneurs expérimentés, et qui, dans la majorité des cas, ne pose aucun problème. Sauf qu'ici, le terrain n'est pas homogène. Les pentes sont trompeuses, les ravines invisibles sous la végétation, les sols instables par endroits. Chaque détour involontaire allonge le trajet. Chaque hésitation crée un léger stress. À midi, il mange rapidement, debout, sans vraiment s'arrêter. Le ciel est devenu plus sombre. Pas de pluie, mais une couverture nuageuse plus dense, qui atténue la luminosité. Les repères visuels se raréfient. Le sol est plus humide, glissant par endroits. Ils avancent plus lentement. Les conversations se font plus rares, plus fonctionnelles. On parle d'orientation, de direction, de distance. À 13h15, ils atteignent ce qu'ils pensent être un chemin. En réalité, il s'agit d'un ancien layon forestier, abandonné depuis des années, envahi par la végétation. Sur la carte, il est indiqué comme praticable. Sur le terrain, il n'est plus qu'une succession de zones dégagées et de sections complètement fermées. Ils hésitent. Revenir en arrière ? Continuer ? Le temps passe. Ils estiment encore pouvoir rejoindre leur point de bivouac avant la tombée de la nuit, s'ils avancent efficacement. Mais rien n'allait préparer l'équipe à ce qui allait suivre. Vers 14h, l'un d'eux glisse dans une pente humide. Une chute sans gravité apparente, mais qui laisse une douleur persistante à la cheville. Rien de cassé, pense-t-il, mais la marche devient plus difficile. Le groupe ralentit encore. Les distances semblent s'allonger. Le GPS du téléphone s'éteint par intermittence, pour économiser la batterie. La carte papier est consultée de plus en plus souvent. Les discussions deviennent tendues, sans être conflictuelles. On sent l'inquiétude s'installer. À 15h30, ils réalisent qu'ils ne savent plus exactement où ils se trouvent. Les reliefs autour d'eux ne correspondent à aucun point précis de la carte. Les vallons se ressemblent tous. Les arbres masquent les lignes de crête. Le soleil, caché derrière les nuages, ne permet pas de s'orienter facilement. Ils décident de s'arrêter pour réfléchir, s'asseoir, faire le point. C'est à ce moment-là que la fatigue commence à jouer un rôle majeur. Pas une fatigue brutale, mais une lassitude diffuse, mentale autant que physique. Chaque décision semble plus lourde. Chaque option comporte des risques. Revenir en arrière signifie repasser par des zones difficiles. Continuer signifie avancer dans l'inconnu. Appeler les secours ? Ils hésitent. Ils ne sont pas blessés gravement. Ils ont encore de l'eau, un peu de nourriture. La nuit n'est pas encore là. Ils reprennent la marche, en choisissant de suivre un talweg, pensant qu'il les mènera vers une zone plus ouverte. Une erreur classique. Le fond du vallon devient de plus en plus encaissé. Les pentes se redressent. La végétation se referme. Les pas deviennent hésitants. La lumière décline plus vite ici, étouffée par les parois naturelles. À 17h, la situation est critique. La douleur à la cheville s'est intensifiée. La progression est lente, pénible. Le moral est bas. Ils n'ont plus aucun repère fiable. Les téléphones n'ont plus de réseau. Ils décident finalement de s'arrêter pour la nuit, malgré le fait que l'endroit soit loin d'être idéal. Un replat étroit, humide, entouré de broussailles. Ils installent tant bien que mal un abri de fortune. La température chute rapidement. L'humidité pénètre les vêtements. La nuit est longue, très longue. Les sons de la forêt prennent une dimension inquiétante.
Chaque craquement semble amplifié. Le vent fait bruisser les feuilles. On entend des animaux, proches ou lointains, impossible à dire. Le froid s'installe. Le sommeil est fragmenté, léger. Les pensées tournent en boucle. Des scénarios catastrophes s'imposent malgré eux. Et au matin, la fatigue est écrasante. Les jours suivants s'enchaînent dans une confusion croissante. Ils tentent de se déplacer, de trouver un point haut, un signal, une trace humaine. Tentative coûte de l'énergie. L'eau devient un problème. Ils filtrent ce qu'ils peuvent, boivent parfois sans traitement. La faim se fait sentir. Les erreurs s'accumulent. Les disputes apparaissent, brèves, vite étouffées par la nécessité de coopérer. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, l'inquiétude monte. Leur absence est signalée. Les recherches commencent. Méthodiques, organisées, impliquant gendarmes, équipes cynophiles, hélicoptères. Les zones probables sont définies à partir du point de départ, des itinéraires déclarés. On ratisse les sentiers, les pistes, les zones accessibles. Les jours passent. Aucun signe, aucun objet, aucun indice clair. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir ne se trouvait pas là où ils cherchaient. Car les 3 disparus, désorientés, épuisés, ont dérivé bien au-delà des zones considérées comme plausibles. Ils ont traversé des secteurs jugés improbables, franchi des reliefs que personne n'imaginait qu'ils auraient la force de passer. Leur trajectoire réelle, reconstituée bien plus tard, défiait toute logique apparente. Lorsque la découverte a lieu, plusieurs jours après, elle est presque accidentelle. Un technicien forestier, hors zone de recherche principale, remarque une trace inhabituelle. Un morceau de tissu accroché à une branche. Puis une odeur humaine, mêlée de sueur, de terre, de décomposition végétale. Les secours sont appelés. Ils progressent lentement, prudemment. Ils les retrouvent là où personne ne cherchait, vivants, mais brisés, amaigris, déshydratés, blessés. Les regards vides. Les corps marqués par les chutes, les morsures d'insectes, le froid. Incapables de parler immédiatement. Le soulagement est immense, mais teinté d'effroi. Les médecins parlent d'hypothermie modérée, de troubles cognitifs temporaires, de stress aigu. Les jours suivants révèlent des séquelles plus profondes, psychologiques surtout. L'enquête, elle, continue. Analyse des parcours, des décisions, des erreurs. Rien de surnaturel, rien d'extraordinaire. Juste une accumulation de petits choix, de conditions défavorables, de limites humaines. Les médias s'emparent de l'histoire. Les familles racontent. Les survivants témoignent, parfois, difficilement. Et au final, il reste cette conclusion amère, typique de Rift Stories. La nature n'a rien d'hostile par intention. Elle est indifférente. Ce sont nos certitudes, nos approximations, notre confiance excessive qui transforment une sortie banale en drame. Ils ont été retrouvés vivants, mais ce qu'ils ont laissé là-bas, dans cette forêt silencieuse, ils ne le récupéreront jamais entièrement. Quand ils sont enfin sortis de la forêt, transportés sur des brancards improvisés, enveloppés dans des couvertures thermiques qui bruissaient à chaque mouvement, personne n'a parlé pendant de longues minutes. Pas dans les équipes de secours, pas chez les gendarmes, pas même chez les médecins qui les examinaient déjà du regard, évaluant leur état avant même le premier contact. Le silence était seulement troublé par le battement régulier des pales de l'hélicoptère posé plus loin, par le cliquetis du matériel, par le souffle court et irrégulier de ceux qui venaient de survivre à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore eux-mêmes. La lumière de fin d'après-midi était crue, presque violente, après des jours passés sous une canopée sombre. Elle accentuait les traits tirés, la peau grisâtre, les lèvres fendillées. Les yeux avaient du mal à s'ouvrir complètement. La pupille mettait du temps à s'adapter. L'un d'eux a tenté de parler,
Un son rauque est sorti, à peine audible, immédiatement interrompu par une quinte de toux sèche qui a plié son corps déjà affaibli. Un secouriste a posé une main ferme, mais douce, sur son épaule, lui demandant de ne pas forcer, de respirer lentement. L'odeur de sueur froide, de vêtements humides portés trop longtemps, se mêlait à celle du carburant de l'hélicoptère et à l'humus environnant. Le transfert vers l'hôpital le plus proche a pris moins de 30 minutes. Un trajet court sur le papier, mais qui a semblé interminable pour eux. À l'intérieur de l'appareil, le bruit était assourdissant. Les vibrations passaient à travers les corps, résonnaient dans les os. Les médecins parlaient fort pour se faire entendre, échangeant des informations rapides, factuelles. Tension artérielle basse, déshydratation sévère, hypothermie relative, suspicion de lésions ligamentaires, surveillance neurologique indispensable. Aucun d'eux n'était en état de répondre clairement aux questions. Les phrases se perdaient, se fragmentaient. Les souvenirs étaient flous, désorganisés. À l'hôpital, les procédures se sont enchaînées avec une précision mécanique. Déshabillage, réchauffement progressif, perfusion, examen sanguin, imagerie. Les vêtements ont été mis dans des sacs, étiquetés, conservés. Ils portaient encore la forêt sur eux, de la terre incrustée dans les fibres, des feuilles collées à la peau, des micro-coupures devenues rouges et irritées. Les corps racontaient une histoire avant même que les mots ne reviennent. Les médecins ont rapidement compris que le plus urgent n'était pas seulement physique. Oui, il y avait des blessures. Une cheville sévèrement atteinte, probablement une entorse grave, passée inaperçue au début. Des contusions multiples. Une infection cutanée débutante sur une jambe, là où une plaie mal nettoyée avait macéré plusieurs jours. Mais surtout, il y avait ce regard fixe, cette absence. Un état de sidération profonde. Le cerveau, saturé par le stress, la peur, la fatigue, avait basculé en mode survie prolongée. Sortir de cet état prend du temps, parfois des semaines, parfois bien plus. Pendant ce temps, dehors, l'information commence à circuler. D'abord discrètement. Un communiqué officiel. 3 randonneurs portés disparus ont été retrouvés vivants. État grave, mais stable. Soulagement général. Puis très vite, les médias s'emparent de l'histoire. Les titres parlent de miracles, de chances incroyables, de survivants. Mais ce que les images ne montrent pas, ce que les mots simplifient, c'est l'ampleur réelle des dégâts. Les familles arrivent à l'hôpital dans la soirée. Les retrouvailles sont silencieuses, maladroites. Pas de grandes embrassades, pas de cris. Juste des larmes contenues, des mains serrées trop fort, des regards qui cherchent à comprendre. Ceux qui reviennent ont du mal à reconnaître leurs proches immédiatement. Les traits familiers semblent lointains, presque étrangers. La temporalité est altérée. Les jours passés dans la forêt se confondent, s'étirent, se superposent. Les enquêteurs, eux, commencent leur travail dès les premières heures. Ils savent que le temps joue contre eux. Les souvenirs vont se modifier, se recomposer. Les traces sur le terrain vont disparaître. La météo annoncée pour les jours suivants prévoit de la pluie. Beaucoup de pluie. Les zones concernées risquent d'être bouleversées, lessivées. Il faut agir vite, méthodiquement. Une première équipe retourne sur le lieu de la découverte. Elle documente tout. Coordonnées GPS précises, photographies, relevés topographiques. On marque l'emplacement exact où ils ont été retrouvés. On observe les alentours. Le replat est plus exigu qu'il n'y paraissait au premier abord. À peine quelques mètres carrés utilisables. En contrebas, une pente raide couverte de ronces. Au-dessus, une paroi rocheuse partiellement dissimulée par la végétation. Un endroit inconfortable, difficile d'accès,
invisible depuis les sentiers connus. Un endroit que personne n'aurait spontanément choisi pour s'arrêter, encore moins pour survivre plusieurs jours. Un peu plus loin, on retrouve des traces de leur passage, des branches cassées, des zones de sol piétinées, des restes de nourriture soigneusement rationnés, un emballage vide, un filtre à eau rudimentaire. Chaque objet est photographié, localisé, mis sous scellé. On reconstitue lentement, patiemment, leur trajectoire. Mais plus les données s'accumulent, plus une évidence dérangeante apparaît. Ils ne se sont pas simplement perdus à proximité de leur itinéraire initial. Ils ont dérivé. Loin. Très loin. Les analystes cartographient les points. Ils superposent les données GPS disponibles, les relevés des équipes de recherche, les témoignages indirects. La trajectoire finale forme une courbe improbable. Elle traverse des zones considérées comme des barrières naturelles, des lignes de crête difficiles, des secteurs où la végétation est particulièrement dense, des endroits que les équipes de secours avaient volontairement exclus. Première phase de recherche, estimant que des randonneurs fatigués, blessés, n'auraient jamais pu s'y rendre. Ce détail allait tout changer. Car cette affaire met en lumière une réalité souvent sous-estimée. En situation de stress extrême, les comportements humains deviennent profondément irrationnels. Les décisions prises ne suivent plus la logique cartographique ou statistique. Elles suivent une logique interne, altérée, influencée par la peur, la douleur, la fatigue, la mauvaise interprétation des signaux de l'environnement. Les enquêteurs le savent, mais ici, l'écart entre la logique attendue et la réalité est particulièrement frappant. Lorsque les survivants commencent à parler, plusieurs jours plus tard, leur récit confirme cette dérive. Les souvenirs arrivent par fragments, une sensation de descente interminable, la conviction persistante d'aller dans la bonne direction alors que tout indiquait l'inverse. La peur de revenir en arrière, perçue comme plus dangereuse que d'avancer. La perte progressive de la notion du temps, les nuits confondues avec les jours, le bruit de l'eau entendu, puis perdu, les disputes sans importance, mais chargées émotionnellement, qui laissent des traces durables. L'un d'eux raconte avoir été convaincu, à plusieurs reprises, d'apercevoir une clairière, une route, une maison. Des illusions visuelles classiques en situation d'épuisement sévère. Chaque espoir déçu a entamé un peu plus le moral du groupe. Un autre se souvient de la sensation constante d'humidité, même quand ses vêtements étaient relativement secs. Une impression de froid qui ne partait jamais, qui s'installait dans les os, dans la poitrine. Les médecins parlent de syndrome de stress post-traumatique dès les premiers bilans. Cauchemars récurrents, hypervigilance, réaction de panique à des stimuli anodins. L'odeur de la forêt, désormais, déclenche chez l'un d'eux des nausées immédiates. Le simple bruit du vent dans les arbres suffit à provoquer une montée d'angoisse incontrôlable. Le corps est rentré, l'esprit, lui, est resté là-bas. Les médias continuent de relayer l'histoire, mais le ton change. On passe du miracle à l'analyse. Des spécialistes interviennent, des experts en survie expliquent, des psychologues commentent. On parle d'erreurs humaines, de préparation insuffisante, de décisions malheureuses. Mais rien de tout cela ne rend vraiment compte de la réalité vécue. De l'intérieur, tout semblait logique, nécessaire. Chaque choix était le meilleur possible à l'instant où il était pris. Rien n'allait préparer l'équipe d'enquête à l'impact émotionnel de certains éléments retrouvés plus tard. Lors d'une fouille complémentaire, plusieurs semaines après les faits, on découvre un dernier lieu de halte, encore plus éloigné. Là, sur une pierre plate, des marques à peine visibles, des traits gravés avec un objet métallique, des tentatives maladroites de compter les jours, peut-être, ou les nuits, difficile à dire. Ce n'est pas un message, ce n'est pas un appel à l'aide, juste une trace humaine, fragile, laissée dans un moment où le temps n'avait plus vraiment de sens.
Les conséquences de cette disparition ne s'arrêtent pas à ceux qui l'ont vécu directement. Les équipes de secours elles-mêmes sont affectées. Plusieurs intervenants témoignent, en interne, du choc ressenti en comprenant à quel point les hypothèses initiales étaient erronées. Des réunions sont organisées, les protocoles sont revus, on élargit les zones de recherche potentielles, on insiste davantage sur les dérives comportementales en milieu naturel. Ce n'est pas une remise en cause brutale, mais une prise de conscience. Les survivants, eux, entament un long processus de reconstruction. Rééducation physique pour certains, thérapie pour tous. Le retour à une vie normale est lent, irrégulier. La forêt, autrefois source de plaisir, devient un territoire interdit. Les cartes topographiques restent dans les tiroirs. Les sacs de randonnée prennent la poussière. Chaque pas en terrain inconnu est désormais pesé, analysé, redouté. Et puis il y a cette question, qui revient sans cesse, formulée ou non. Pourquoi eux? Pourquoi là? Pourquoi vivants, alors que tant d'autres ne le sont pas? Il n'y a pas de réponse satisfaisante. Juste une accumulation de facteurs, une succession de choix, un enchaînement de circonstances qui ont conduit à une issue improbable. Ils ont été retrouvés là où personne ne cherchait. Pas parce qu'ils avaient défié la nature, pas parce qu'ils avaient commis une faute unique et identifiable, mais parce qu'ils étaient humains, fragiles, limités, adaptables aussi, d'une certaine manière. Assez pour tenir, pas assez pour en sortir indemne. Et c'est peut-être cela, au fond, la leçon la plus dérangeante. La frontière entre une sortie ordinaire et une lutte pour la survie est parfois si mince qu'elle en devient invisible. Il suffit d'un pas de côté, d'une confiance excessive, d'un détail mal interprété, et tout bascule. Quand la forêt referme ses portes, elle ne fait pas de distinction. Elle ne punit pas. Elle n'épargne pas non plus. Elle existe, simplement. Et ceux qui y entrent, y laissent toujours quelque chose derrière eux. Parfois un objet, parfois une trace, parfois une part d'eux-mêmes qui ne reviendra jamais. Les semaines qui ont suivi ont été marquées par une lente retombée, comme après une onde de choc. L'urgence avait disparu, mais elle laissait derrière elle un paysage mental fragmenté, difficile à réassembler. À l'hôpital, les chambres se sont vidées progressivement. Les perfusions ont été retirées, les constantes se sont stabilisées, les examens ont cessé de révéler de nouvelles complications immédiates. Sur le papier, ils allaient mieux. Dans les dossiers médicaux, les termes utilisés devenaient plus rassurants. Sortie envisagée, suivi ambulatoire, rééducation fonctionnelle, accompagnement psychologique recommandé. Pourtant, dans les silences prolongés, dans les regards fuyants, quelque chose demeurait irrésolu. L'un d'eux a quitté l'hôpital le premier, physiquement le moins atteint, en apparence. Il marchait encore avec précaution, mais sans béquille. Il avait retrouvé une voix presque normale. Presque. Sa famille l'attendait à l'extérieur. La porte automatique s'est ouverte avec un léger sifflement. L'air frais l'a frappé au visage. Une sensation étrange, presque violente. Le monde semblait trop lumineux, trop bruyant. Les moteurs des voitures, les voix, le frottement des pas sur le trottoir. Il a cligné des yeux plusieurs fois. Sa respiration s'est accélérée sans raison apparente. Il s'est arrêté net, incapable d'avancer pendant quelques secondes. Personne n'a compris immédiatement. Puis on a compris que ce n'était pas de la faiblesse, ni de la douleur. C'était la forêt qui revenait, sans prévenir. Les psychologues parlent d'intrusion traumatique, des fragments sensoriels qui surgissent sans logique. Une odeur, un son, une lumière particulière, et le corps réagit avant même que l'esprit n'ait identifié la menace. Pour celui-ci, c'était le contraste brutal entre l'enfermement végétal et l'ouverture soudaine de l'espace. Une sensation de vulnérabilité absolue, comme s'il n'y avait plus rien pour le protéger.
Les deux autres sont restés hospitalisés plus longtemps. L'un pour des complications infectieuses liées à des plaies négligées. L'autre pour des troubles plus insidieux. Des vertiges persistants. Des pertes de repères. Des trous de mémoire partiels. Les examens neurologiques n'ont rien révélé d'anormal sur le plan structurel. Les images étaient claires. Les médecins ont parlé de fatigue extrême, de stress prolongé, d'effondrement des capacités cognitives temporaires. Temporaire, en théorie. Mais personne ne pouvait dire combien de temps cela durerait. Pendant ce temps, l'enquête administrative suivait son cours. Une enquête sans coupable, sans infraction, mais nécessaire. Chaque disparition suivie d'une opération de secours déclenche ce type de procédure. Il faut comprendre, tirer des enseignements, ajuster parfois les protocoles existants. Les auditions se succèdent. D'abord celle des secours, puis celle des proches. Et enfin, quand leur état le permet, celle des survivants. Les premières auditions sont courtes, prudentes. Les enquêteurs savent qu'ils ne peuvent pas exiger trop. Les réponses sont floues, hésitantes. Les chronologies se contredisent. Les distances sont mal évaluées. Les souvenirs se chevauchent. On note, on recoupe. On ne corrige pas. Pas encore. On laisse la parole circuler même, si elle semble désordonnée. Car dans ce désordre, il y a souvent des indices précieux. Un détail revient régulièrement, une sensation partagée par les trois. À partir d'un certain moment, ils ont eu l'impression d'être observés. Pas par quelqu'un, pas par quelque chose de précis, mais par l'environnement lui-même. Une hyper-conscience des bruits, des mouvements, des variations de lumière. Chaque craquement devenait suspect. Chaque ombre prenait une importance disproportionnée. Ce n'était pas de la peur au sens classique. C'était une vigilance constante, épuisante, qui ne laissait aucun répit. Une vigilance qui empêchait le repos réel, même quand il s'arrêtait. Les spécialistes reconnaissent là un mécanisme bien connu en situation de survie prolongée. Le cerveau maintient un état d'alerte maximale pour prévenir toute menace potentielle. Mais ce mode n'est pas conçu pour durer. Il consomme énormément d'énergie. Il altère la perception. Il fausse les prises de décision. Il crée des erreurs de jugement qui, paradoxalement, augmentent les risques. Mais ce que les enquêteurs allaient découvrir plus tard allait ajouter une couche supplémentaire de complexité à l'affaire. En reconstituant précisément la topographie de la zone, à l'aide de relevés lidar et d'images satellites à haute résolution, ils identifient des micro-reliefs invisibles à l'œil nu sur le terrain. Des cuvettes, des lignes de drainage temporaire, des zones où l'eau stagne après les pluies. Ces éléments modifient profondément la lisibilité de l'espace. Un sentier qui semble monter peut en réalité descendre légèrement avant de remonter plus loin. Un vallon peut masquer une crête pourtant proche. Pour un randonneur fatigué, sans point de repère clair, ces subtilités deviennent des pièges cognitifs. Les experts en orientation confirment que, dans ce type de terrain, la probabilité de dérive circulaire est élevée. Sans repère visuel stable, l'être humain a tendance à tourner légèrement du même côté, créant des trajectoires en boucle. Une personne convaincue d'avancer vers l'est peut, en réalité, dériver progressivement vers le sud, puis revenir presque sur ses pas sans s'en rendre compte. Ce phénomène est accentué par la fatigue, la douleur, le stress. Rien n'allait préparer l'équipe d'enquête à la précision avec laquelle cette dérive s'est produite ici. La trajectoire reconstituée montre plusieurs arcs successifs, comme une spirale irrégulière. À chaque tentative de correction, ils se sont enfoncés un peu plus loin dans des zones isolées. Ce n'était pas une fuite vers l'inconnu. C'était une tentative répétée de revenir vers le connu, qui échouait systématiquement. Les médias, eux, commencent à se lasser. L'histoire ne produit plus de rebondissements spectaculaires. Les images de la forêt ont été diffusées en boucle. Les interviews des proches ont été faites. Les experts ont parlé. Peu à peu, l'attention se détourne. Les journalistes passent à autre chose.
Mais pour ceux qui ont vécu l'événement, rien n'est terminé. Les nuits restent difficiles. Les réveils en sursaut sont fréquents. Le corps se réveille avant l'esprit, comme s'il fallait vérifier, encore et encore, que les arbres ne sont plus là. Les odeurs persistent dans la mémoire. L'humidité, la mousse, le métal froid du couteau utilisé pour couper quelques branches, le goût métallique de l'eau filtrée trop tard, la faim qui devient sourde, puis obsédante, la fatigue qui transforme chaque geste en effort conscient. L'un d'eux raconte, lors d'une séance de thérapie, qu'il avait commencé à parler à voix haute, seul, pour ne pas perdre le fil de sa pensée. Dire les actions à venir, dire les directions, dire les heures approximatives, comme un moyen de rester ancré dans une réalité rationnelle. Un autre admet avoir envisagé, brièvement, de se séparer du groupe, persuadé que cela augmenterait les chances de trouver de l'aide. Une idée qu'il n'a jamais formulée à voix haute, mais qui l'a hanté ensuite. La culpabilité associée à ces pensées est lourde, persistante. Les relations entre eux ont changé, irrémédiablement. Ils se voient encore, parfois. Mais les conversations évitent le sujet, ou, au contraire, y reviennent de manière obsessionnelle. Chacun a sa version, son ressenti, sa chronologie interne. Et parfois, ces récits ne s'accordent pas. Cela crée des tensions subtiles, des silences gênés, des regards qui se détournent. La survie collective n'efface pas les fractures individuelles. Les autorités publient finalement un rapport, un document dense, technique, de plusieurs dizaines de pages. Il détaille les faits, les horaires estimés, les zones explorées, les ressources engagées. Il souligne les difficultés spécifiques du terrain. Il évoque les biais cognitifs en situation de stress. Il ne désigne aucune faute grave. Il conclut à une accumulation de facteurs défavorables. Une phrase revient souvent dans ce type de rapport. Un concours de circonstances. Une expression qui apaise administrativement, mais qui laisse un goût amer. Car pour ceux qui ont frôlé la mort, ce n'était pas une abstraction. Ce n'était pas une statistique. C'était une succession de décisions prises dans un brouillard mental, avec des conséquences réelles, douloureuses, durables. Dans les mois qui suivent, certains éléments de l'histoire refont surface de manière inattendue. Un promeneur retrouve un objet oublié, à plusieurs kilomètres du lieu de découverte. Une pièce de tissu, identifiable. Un outil cassé. Ces objets sont récupérés, catalogués, rendus au propriétaire. Chacun d'eux provoque une réaction émotionnelle disproportionnée. Un mélange de soulagement et de malaise. Comme si une partie de l'événement, longtemps enfouie, refaisait brusquement surface. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est l'impact que cette histoire aurait sur ceux qui ne l'ont jamais vécu directement. Des messages arrivent. Des inconnus écrivent. Des personnes racontent leurs propres expériences de désorientation, de peur en pleine nature. Certains remercient, d'autres projettent. L'histoire devient un miroir, un rappel brutal de la fragilité humaine face à des environnements que l'on croit maîtriser. Et au fil du temps, une forme de calme revient. Pas une paix complète, plutôt une cohabitation avec le souvenir. La forêt redevient, pour certains, un lieu que l'on peut évoquer sans trembler. Pour d'autres, elle reste un territoire interdit. Chacun trouve sa manière de composer. Ils ont été retrouvés vivants. C'est ce que l'on retient. C'est ce que l'on répète. Mais vivre après cela n'est pas simplement continuer. C'est apprendre à porter ce qui s'est brisé sans se voir. À accepter que certaines parts de soi soient restées là-bas, entre les arbres, dans le froid, dans le silence. Et à avancer malgré tout, avec cette conscience nouvelle, dérangeante, que l'équilibre entre le contrôle et le chaos est bien plus fragile qu'on ne l'imagine. Le temps, lentement, a commencé à agir. Pas comme une guérison franche, ni comme un effacement.
plutôt comme une sédimentation. Les souvenirs les plus violents ont cessé de surgir quotidiennement, mais ils n'ont jamais disparu, ils se sont déplacés, rangés dans des zones profondes de la mémoire, prêtes à se réactiver sous certaines conditions. Une fatigue inhabituelle, une nuit trop silencieuse, une odeur de terre mouillée après la pluie. Et soudain, tout remontait. Pour l'un d'eux, c'est le rapport au corps qui a été le plus bouleversé. Avant, marcher était un acte banal, presque automatique. Après, chaque déplacement en terrain irrégulier demandait une attention extrême. Le sol n'était plus un simple support, mais une menace potentielle. Il décrivait cette sensation étrange de ne plus faire confiance à ses propres appuis, comme si ses pieds pouvaient, à tout moment, l'emmener là où il ne voulait pas aller. Les kinésithérapeutes parlaient de rééducation fonctionnelle. Lui parlait de réapprendre à habiter son corps. Un autre a été profondément marqué par la notion de temps. Pendant des mois, il a vécu avec une obsession des horaires. Tout devait être planifié, minuté, contrôlé. Se lever à heure fixe, manger à heure fixe, sortir à heure fixe. Comme si le simple fait de laisser filer le temps, sans repère précis, représentait un danger. Les psychologues y voyaient une tentative de reprendre le contrôle sur un élément qui lui avait échappé brutalement. Là-bas, dans la forêt, le temps s'était dilué. Il n'avait plus de contours clairs. Ici, dans la vie quotidienne, il fallait le dompter. Le troisième, celui qui avait le moins parlé après le sauvetage, a mis plus longtemps à formuler ce qu'il ressentait. Longtemps, il est resté silencieux en séance. Puis, un jour, presque par accident, il a décrit une sensation très précise. Le sentiment d'avoir été réduit à quelque chose de fondamental, de primitif. Plus de projet, plus d'identité sociale, plus de rôle. Juste un corps fatigué, affamé, froid, qui cherchait à tenir jusqu'au moment suivant. Cette expérience l'avait profondément déstabilisé. Il avait eu l'impression de perdre ce qui le définissait comme individu. Et en revenant, il ne savait plus exactement quoi reconstruire. Les spécialistes appellent cela une désintégration temporaire de l'identité. En situation extrême, l'esprit abandonne tout ce qui n'est pas immédiatement utile à la survie. Les couches sociales, culturelles, professionnelles s'effacent. Quand on revient, il faut réassembler ces couches. Certaines ne se remettent jamais exactement à leur place. Pendant ce temps, les autorités locales continuaient à exploiter les enseignements de l'affaire. Des formations internes ont été organisées pour les équipes de secours. On insistait sur l'élargissement des zones de recherche, sur la nécessité de penser l'errance humaine autrement que par la logique cartographique classique. Des cartes mentales ont été produites. Des schémas montrant comment une personne perdue peut s'éloigner rapidement de son point d'origine sans en avoir conscience. Le cas est devenu un exemple, étudié, disséqué. Non pas pour pointer des erreurs, mais pour comprendre. Mais ce que les documents officiels ne pouvaient pas retranscrire, c'était l'expérience intime de l'abandon progressif de l'espoir. Car si l'on parle souvent de survie, on parle moins de ce moment précis où l'on commence à envisager que personne ne viendra. Un moment silencieux, intérieur, que chacun des trois a vécu différemment. L'un se souvient très clairement de l'instant. Il faisait encore jour, mais la lumière déclinait rapidement. Ils étaient arrêtés, immobiles, trop fatigués pour avancer davantage. Il a regardé autour de lui. Les arbres semblaient tous identiques. Le ciel était uniforme. Et soudain, une pensée s'est imposée, sans panique, sans drame. Une pensée froide, presque rationnelle. Peut-être que personne ne nous trouvera ici. Cette pensée ne l'a pas fait s'effondrer. Elle l'a vidé, comme si une tension constante venait de disparaître. Après cela, il n'attendait plus. Il agissait seulement pour durer.
Les psychologues expliquent que cette phase peut paradoxalement stabiliser certaines personnes. Quand l'attente cesse, quand l'espoir d'un secours imminent disparaît, l'énergie n'est plus gaspillée dans des projections. Elle se concentre sur l'instant présent. Boire, manger, se couvrir, se reposer, avancer un peu, puis recommencer. Mais cette adaptation a un coût. En revenant à une vie normale, l'espoir, la projection, l'anticipation deviennent difficiles à réactiver. Les proches, eux aussi, ont dû apprendre à composer avec ce retour imparfait. Ils s'attendaient à des retrouvailles joyeuses, à une gratitude immédiate envers la vie. Ils ont parfois été déroutés par la distance émotionnelle, par les silences, par l'irritabilité. Certains ont mal interprété ces réactions. Ils y ont vu de la froideur, de l'ingratitude. Il a fallu du temps, beaucoup de discussions, parfois des médiateurs, pour comprendre que survivre ne signifie pas revenir intact. Les médias ont fini par disparaître complètement du paysage. Les caméras sont parties, les micros se sont rangés. Mais l'histoire continuait à circuler autrement. Dans les cercles de randonneurs, dans les clubs de montagne, dans les formations de premiers secours. On racontait l'histoire à voix basse, comme un avertissement. Pas une légende, pas un mythe, un cas réel, documenté, brut. Rien n'allait préparer ceux qui l'écoutaient à la banalité du point de départ. Une simple randonnée, une décision anodine, un raccourci supposé. Et puis, progressivement, la perte de repères. Beaucoup se reconnaissaient dans cette première phase. C'est ce qui rendait le récit si dérangeant. Il ne parlait pas d'inconscience extrême, ni d'imprudence manifeste. Il parlait de nous, de ce que n'importe qui pourrait vivre. Avec le recul, les survivants ont accepté de revoir certaines zones avec les enquêteurs, bien plus tard, quand leur état le permettait. Pas pour se confronter au traumatisme, mais pour aider à comprendre. La marche était lente, prudente, accompagnée. Les paysages semblaient différents, plus petits, moins oppressants. Mais certains endroits déclenchaient encore des réactions immédiates. Une accélération du rythme cardiaque, une respiration plus courte, un besoin de s'arrêter. Arrivé à proximité de l'un des lieux de halte identifiés, l'un d'eux a eu du mal à rester debout. Pas physiquement, psychologiquement. Il a décrit une sensation de compression, comme si l'air devenait plus dense. Les professionnels ont interrompu la visite. Personne n'a insisté. Il n'y avait rien à prouver. Ce retour sur les lieux a permis de confirmer une hypothèse importante. Ils n'avaient pas cessé de chercher une sortie. Ils avaient cessé de chercher la bonne sortie. À partir d'un certain point, toute direction semblait équivalente. L'objectif n'était plus de rejoindre un itinéraire connu, mais de sortir de cet espace oppressant, quelle que soit la manière. Cette perte de hiérarchie dans les choix est un marqueur fort des situations de désorientation prolongée. Ce détail allait profondément marquer les experts. Car il rappelait que la survie n'est pas toujours une progression vers la solution, mais parfois une simple résistance à l'effondrement. Les années ont passé. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que les cicatrices se fassent moins visibles aux yeux des autres. Les boiteries ont disparu. Les regards se sont adoucis. Les rires sont revenus, parfois. Mais il reste cette chose, difficile à nommer, que ceux qui ont vécu ce type d'expérience reconnaissent immédiatement chez les autres. Une attention particulière aux détails. Une manière de scanner inconsciemment les lieux. Une prudence qui n'est pas de la peur, mais une lucidité douloureuse. Ils ont été retrouvés vivants. C'est ce que retiennent les archives. C'est ce que diront toujours les chiffres. 3 personnes secourues. Opération réussie. Mais si l'on écoute vraiment, si l'on prend le temps de comprendre, on réalise que la frontière entre la vie et autre chose n'a pas été franchie d'un seul coup. Elle a été frôlée, longée, explorée, pendant des jours. Et quand ils sont revenus, ils ont rapporté avec eux cette connaissance intime, silencieuse, que peu de gens possèdent.
La forêt, aujourd'hui encore, est là. Elle n'a pas changé. Les sentiers ont été légèrement réaménagés. Quelques panneaux supplémentaires ont été installés. Des recommandations ont été renforcées. Mais le fond reste le même. Un espace vaste, indifférent, magnifique et dangereux à la fois. Et pour ceux qui y entrent, il existe désormais une histoire de plus. Une histoire vraie. Celle de personnes ordinaires qui ont disparu sans disparaître complètement. Qui sont revenues, mais autrement. C'est peut-être cela, au fond, ce que cette histoire raconte. Pas un exploit, pas un miracle, mais une fracture. Une ligne invisible que l'on traverse parfois sans s'en rendre compte. Et une fois de l'autre côté, même en revenant, on ne regarde plus jamais le monde de la même manière. Avec le recul, ce qui frappe le plus ceux qui ont étudié cette affaire, ce n'est pas la violence de l'événement en lui-même, mais sa lenteur. Rien n'a explosé. Rien ne s'est effondré d'un seul coup. Il n'y a pas eu de moment spectaculaire où tout a basculé. Seulement une succession de micro-déséquilibres, presque imperceptibles, qui se sont accumulés jusqu'à rendre toute sortie évidente impossible. Et cette lenteur a laissé des traces particulières, plus profondes, plus diffuses. Dans les mois qui ont suivi, chacun d'eux a tenté, à sa manière, de remettre du sens là où il s'était dissous. Certains ont cherché des explications rationnelles. Ils ont relu les cartes, comparé les tracés, étudié les rapports. Ils voulaient comprendre précisément où la première erreur avait été commise. Comme si identifier ce point précis permettait de refermer la brèche. Mais très vite, ils ont compris que ce point n'existait pas. Il n'y avait pas une erreur fondatrice, mais une série de décisions raisonnables prises dans des conditions progressivement dégradées. Et cette absence de faute claire rendait l'événement encore plus difficile à intégrer. D'autres ont tenté l'inverse. Ils ont évité toute analyse. Plus de cartes, plus de discussions techniques, plus de récits détaillés. Ils ont essayé de compartimenter, de ranger l'événement dans un espace mental clos, isolé du reste de leur vie. Mais les compartiments, surtout quand ils sont construits trop vite, ont tendance à fuir. Les émotions refoulées trouvent toujours un chemin de retour, souvent sous une forme inattendue. Une irritabilité soudaine, une fatigue chronique, une difficulté à se projeter à long terme. Les spécialistes qui les accompagnaient parlaient souvent d'un deuil particulier. Pas le deuil d'une personne, ni même celui d'un lieu, mais le deuil d'une illusion. L'illusion que l'on maîtrise ses déplacements, que l'on comprend l'espace dans lequel on évolue, que l'expérience accumulée suffit à nous protéger. Cette illusion-là, une fois brisée, ne se répare pas. Elle est remplacée par autre chose, une conscience aiguë des limites, une attention constante aux signaux faibles, une humilité forcée. L'un d'eux a expliqué un jour que, depuis cette expérience, il ne regardait plus jamais un paysage de la même manière. Avant, il voyait un ensemble, une forêt, une vallée, un sentier. Maintenant, il voyait des obstacles potentiels, des zones de perte de visibilité, des pentes trompeuses, des endroits où le son se déforme. Ce n'était pas de la peur, c'était une lecture différente du monde, plus fragmentée, plus analytique, plus lourde aussi. Avec le temps, les relations entre eux ont trouvé un nouvel équilibre. Pas celui d'avant, un autre. Ils n'étaient plus liés uniquement par l'amitié ou le travail, mais par quelque chose de plus difficile à nommer. Une expérience partagée qui ne pouvait être complètement expliquée à personne d'autre. Cette proximité avait parfois un effet apaisant. Parfois, au contraire, elle ravivait des tensions enfouies. Ils ont appris à accepter cette ambivalence, à ne pas forcer les retrouvailles, à respecter les silences. Les anniversaires de la disparition ont été particulièrement chargés émotionnellement. Même quand ils n'y pensaient pas consciemment, le corps, lui, se souvenait. Une fatigue inhabituelle, une anxiété diffuse,
une sensation d'oppression sans cause apparente. Les thérapeutes appelaient cela une mémoire traumatique implicite. Le calendrier devenait un déclencheur, une preuve supplémentaire que l'événement n'était pas simplement un souvenir, mais une empreinte. Dans les cercles professionnels liés au secours et à la gestion des disparitions, l'affaire continuait d'être citée. Pas comme un échec, pas comme une réussite exemplaire, mais comme un cas limite, révélateur. Elle montrait à quel point les hypothèses de recherche doivent rester flexibles. À quel point les comportements humains en situation de stress peuvent dévier radicalement des modèles théoriques. À quel point la réalité du terrain résiste aux schémas trop rigides. Des exercices de simulation ont été modifiés. On a introduit des scénarios où les personnes disparues s'éloignent volontairement des zones logiques, où elles franchissent des seuils considérés comme dissuasifs, où elles continuent à avancer malgré des blessures. Ces ajustements ont sauvé d'autres vies par la suite, indirectement, silencieusement, sans que les survivants de cette histoire ne le sachent toujours. Mais ce que rien ne pouvait vraiment anticiper, c'était la manière dont chacun d'eux allait, un jour, raconter l'histoire. Car avec le temps, le récit évolue, il s'épure, il perd certains détails techniques, il en conserve d'autres, plus sensoriels. Le bruit d'un pas sur un sol humide, la sensation du froid qui s'installe au crépuscule, l'odeur d'un feu impossible à allumer. Ces éléments-là restent, comme s'ils portaient l'essence même de l'expérience. Lorsqu'ils en parlent, parfois, devant un public restreint, ils ne cherchent pas à impressionner. Ils ne parlent pas de courage. Ils ne parlent pas de chance. Ils parlent de confusion, de fatigue, d'erreurs banales. Ils parlent de cette frontière floue entre la confiance et l'arrogance, entre l'expérience et la surestimation de ses capacités. Et ceux qui écoutent comprennent, souvent avec un léger malaise, que ce récit pourrait être le leur. Car c'est peut-être cela, le cœur de cette histoire. Elle ne rassure pas. Elle ne propose pas de morale simple. Elle ne dit pas que tout finit bien si l'on fait ce qu'il faut. Elle dit que parfois, même en faisant de son mieux, on se perd. Que la survie n'est pas un triomphe, mais un état transitoire, fragile, qui laisse des traces durables. La forêt, aujourd'hui encore, accueille des randonneurs. Les saisons passent. Les feuilles tombent. Les sentiers se couvrent de mousse, puis sont dégagés à nouveau. Les panneaux installés après les faits se patinent lentement. Ils deviennent des éléments du décor, presque invisibles. Peu de gens savent ce qui s'est joué ici. Et ceux qui le savent n'en parlent pas toujours. Mais pour ceux qui ont traversé cette expérience, chaque arbre, chaque pente, chaque silence porte une résonance particulière. Ils savent désormais que l'on peut disparaître sans quitter la carte, que l'on peut s'éloigner sans le vouloir, que l'on peut survivre et revenir, mais jamais exactement comme avant. Ils ont été retrouvés là où personne ne cherchait. Vivants, oui, mais profondément marqués. Et dans cette marque, il y a une vérité dérangeante, que Rift Stories n'essaie jamais d'adoucir. La nature n'est ni un ennemi, ni un refuge. Elle est un espace où nos limites apparaissent avec une clarté brutale. Et, parfois, il suffit de s'y perdre un peu trop longtemps pour ne plus jamais se retrouver complètement. Avec le temps, l'histoire s'est mise à se taire d'elle-même. Pas parce qu'elle avait été oubliée, mais parce qu'elle n'avait plus besoin d'être racontée sans cesse pour exister. Elle avait trouvé sa place, quelque part entre la mémoire individuelle et la mémoire collective, là où les mots deviennent plus rares et plus lourds. Les survivants ont repris leur vie, du moins en apparence. Le travail, les obligations, les gestes quotidiens ont repris leur cours. Les conversations ordinaires ont retrouvé leur banalité. Mais il y avait désormais, dans chacun de leurs gestes, une retenue imperceptible. Une manière de ne plus aller trop vite, de ne plus présumer. Comme si le monde, soudain, demandait plus de respect, plus d'attention qu'auparavant. Ils ont appris à vivre avec cette connaissance intime que peu de gens possèdent,
celle de ce que signifie réellement être perdu. Pas perdu au sens figuré, pas comme on emploie dans les métaphores. Perdu dans un espace qui ne renvoie aucun écho à vos attentes. Perdu quand chaque direction semble aussi valable qu'une autre, et donc tout aussi vaine. Perdu quand le corps continue d'avancer alors que l'esprit ne sait plus vers quoi. Avec les années, les détails précis se sont estompés. Les distances exactes, les horaires approximatifs, les tracés sur la carte. Mais certaines sensations sont restées intactes, presque intactes. Le froid qui s'installe lentement, sans prévenir. La faim qui ne fait pas mal au début, puis devient une présence constante. Le silence de la nuit, si dense qu'il semble appuyé sur la poitrine. Et surtout, cette fatigue particulière, différente de toute autre, qui n'est pas seulement physique, mais existentielle. Les proches ont fini par comprendre que cette expérience ne se racontait pas vraiment, qu'il n'y aurait jamais de récit totalement cohérent, totalement satisfaisant. Ils ont cessé de poser certaines questions, pas par indifférence, mais par respect. Ils ont appris à reconnaître les signes discrets, une absence soudaine, un regard qui se perd, un besoin de solitude sans explication. Ils ont appris que survivre ne signifie pas toujours vouloir en parler. Dans les rapports officiels, l'affaire est désormais classée, archivée. Elle porte un numéro, une date, une conclusion. Les cartes ont été rangées. Les coordonnées GPS ne sont plus consultées. Administrativement, tout est terminé. Et pourtant, pour ceux qui savent, cette histoire continue d'exister en marge, comme un rappel silencieux. Car ce qu'elle révèle n'est pas spectaculaire. Elle ne parle pas d'exploits héroïques ni de victoires éclatantes. Elle parle de limites, de celles que l'on ignore tant qu'on ne les a pas atteintes. Elle parle de la facilité avec laquelle l'ordinaire peut basculer dans l'irréversible. Elle parle de cette frontière invisible que l'on traverse parfois sans s'en rendre compte, simplement en faisant confiance à ce que l'on croit savoir. La forêt, elle, n'a rien conservé de tout cela. Les traces ont disparu. Les branches cassées ont été recouvertes de nouvelles pousses. Le sol s'est refermé. Les chemins se sont modifiés, imperceptiblement. La nature n'a pas de mémoire de nos drames. Elle continue, indifférente, stable dans son instabilité. Ce sont les humains qui portent les marques. Et peut-être est-ce là le point le plus dérangeant. Ce n'est pas la violence d'un événement soudain qui transforme une vie, mais l'accumulation lente de petites désorientations. Un choix après l'autre, une confiance après l'autre, jusqu'à ce que l'on réalise, trop tard, que le cadre familier s'est dissous. Ils ont été retrouvés là où personne ne cherchait. Cette phrase, répétée tant de fois, finit par perdre son sens apparent. Mais derrière elle se cache une vérité plus profonde. On peut être cherché au mauvais endroit. On peut être invisible sans disparaître complètement. On peut être proche, très proche, et pourtant hors de portée. Vivant, oui, mais brisé d'une manière qui ne se voit pas toujours. Brisé dans la certitude que le monde est lisible, brisé dans l'illusion que l'expérience protège, brisé dans la confiance tranquille que l'on place dans ses propres repères. Et pourtant, il continue. Pas malgré cela, mais avec cela. Cette fracture fait désormais partie d'eux. Elle influence leurs choix, leurs regards, leur manière d'exister. Elle ne les définit pas entièrement, mais elle les accompagne. Comme une ombre discrète, toujours présente, jamais envahissante, mais impossible à ignorer totalement. C'est ainsi que se termine cette histoire. Sans fracas, sans morale facile, sans conclusion rassurante. Juste avec cette certitude silencieuse, parfois, survivre n'est pas revenir à ce que l'on était.
c'est apprendre à avancer avec ce que l'on a perdu, dans un monde qui n'a rien changé, mais que l'on ne verra plus jamais de la même manière.